C'est vous apprendre des trucs utiles et rigolos. Alors un chapitre sur la non-binarité. Tout le monde n'est pas au courant exactement de tout ce que ça implique. Donc on va utiliser un petit outil pédagogique que vous connaissez peut-être, peut-être pas. Vous connaissez le petit gâteau dans Shrek, le petit personnage, ouais, le gâteau de Noël, là, le petit bonhomme gingembre. C'est en fait The Gingerbread Man en anglais. Et ils ont inventé le genderbread person, donc la personne gingembre dans la version francophone. Moi, je préfère le jeu de mots en anglais personnellement, mais enfin soit. Et donc on utilise ce petit personnage pour parler des 4 grandes composantes de l'identité de genre, à savoir d'abord le sexe biologique. On parle aussi de sexe assigné à la naissance, qui n'est pas forcément toujours en phase avec le sexe biologique d'ailleurs. On a l'identité de genre, ça c'est comment les gens se sentent dans leur tête. On a l'attirance sexuelle ou émotionnelle, en fait les gens qui nous attirent, quelle que soit notre identité de genre à nous. Et enfin l'expression de genre qui est plutôt comment on se montre au monde. Ça peut inclure, sans que ce soit exhaustif, le look par exemple. Alors rapidement, le sexe biologique évidemment, on sait ce que c'est plus ou moins, mais à la naissance, un médecin nous assigne un sexe biologique qui est basé sur notre anatomie, en tout cas sur son observation de notre anatomie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des schémas techniques qui montrent 7 degrés ou parfois plus de masculinité ou de féminité, sur base desquels ils vont déterminer si on est un garçon ou une fille à la naissance. Parfois, c'est un peu tendu. Dans certains cas, l'examen n'est pas clair, justement, et un ou une enfant peut présenter des caractères sexuels caractérisés par une certaine ambiguïté. Donc, autrement dit, c'est pas clair. On estime que à peu près 1,7% de la population mondiale serait intersexe. Ça concerne environ 55 naissances par jour en Belgique, sur plus de 300. Donc ça reste évidemment de l'ordre de 1,7%, mais ça fait quand même un sacré paquet de personnes sur un an. Alors aujourd'hui en Belgique, les actes chirurgicaux de normalisation sexuelle sont en cours d'interdiction, sauf en cas d'urgence médicale, donc si vraiment la santé de l'enfant est en danger. Et par normalisation sexuelle, c'est parfois dans le chef des parents qui décident que non, leur enfant sera un garçon ou non, il sera une fille, et qui impose au médecin d'opérer pour normaliser l'appareil de l'enfant. Voilà, donc c'est en cours d'interdiction. Ouais, on en est encore là. Alors les attirances sexuelles, pour le coup, ça n'a évidemment rien à voir. Les pratiques dites homoérotiques, voire homosexuelles, étaient courantes et même très codifiées durant les antiquités grecques et romaines. J'apprendrai sans doute pas grand-chose ici à personne. En Grèce, dans l'éducation et dans l'armée, elle était même encouragée. La pédérastie faisait partie de l'éducation des adolescents de sexe masculin. Achille, le héros de l'Iliade, ici incarné par Brad Pitt, est considéré comme homosexuel, pour la petite histoire. Et de même, Alexandre le Grand aurait entretenu des relations amoureuses avec son ami d'enfance. Voilà. Donc il y a des figures historiques qui sont réputées avoir été homosexuels. Et puis il y a les religions judéo-chrétiennes qui considèrent que les pratiques homosexuelles devaient être sanctionnées. Dans le Lévitique, on lit « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination ». Et ici on a des gens qui sont gaiement installés sur le bûcher, tout sourire, en attendant le début de la fête. Dans les soirées hétéronormatives, les traités d'histoire ont été censurés jusqu'au XXe siècle. On a en fait masqué que certaines figures historiques n'étaient pas hétérosexuelles. Alors l'identité de genre, quant à elle, durant l'ère chrétienne, elle est binaire. On distingue des relations hétérosexuelles ou non. C'est binaire. Le genre d'un homme ou d'une femme, même homosexuel, est généralement pas non plus remis en question. C'est un homme ou une femme. De nouveau, système binaire. Donc en Mésopotamie, on pouvait changer de sexe légalement. Des personnes pouvaient vivre selon un autre genre que celui de leur naissance. On parle à ce moment-là de transidentité. Et notamment la déesse Inanna, qu'on ne connaît plus sous le nom de Ishtar, avait le pouvoir de changer le sexe des gens, paraît-il. Et ces prêtres, qu'on appelait les galas, étaient souvent trans, bi ou gays. Voilà.
Alors une femme pouvait devenir un homme aux yeux de la loi, notamment quand une famille riche n'avait pas d'héritier mâle, parce que c'était encore patriarcal à l'époque, et du coup une femme devenait un homme, tout simplement. Il n'y avait pas évidemment d'opération, c'était purement administratif. Et pour la petite histoire, entre 1993 et 2021, 3262 personnes ont fait changer la mention officielle de leur sexe en Belgique sur leur carte d'identité. Il y en a beaucoup qui ne font pas la demande, mais voilà, depuis que c'est possible, en tout cas jusqu'en 2021, il y avait 3200 et quelques personnes qui en avaient fait la demande. Alors le fameux spectre LGBTQIA+, dont on a déjà parlé, hein, il y a ici tout un tas de lettres qui correspondent en fait à des mots en anglais. Donc ici on fait le distinguo encore entre transgenre et transsexuel, ce qui est plus trop à la mode. On parle de queer pour le Q ou de questioning, donc des gens qui sont qui se posent encore des questions sur leur identité. Les intersexes, on en a parlé. Les alliés, qui sont en fait typiquement des personnes probablement pas queer, mais qui sont des adeptes de la cause, qui ont des amis par exemple dans le milieu. Asexuels, bon, sont ceux qui n'ont, on l'a dit, pas trop d'attirance. Et pansexuels, des gens qui s'intéressent à peu près toutes les formes et tous les genres. Et il manque des lettres. Les Américains ajoutent parfois du 2S pour bispirituel, par exemple, ce qui inclut, j'ai jamais vraiment compris le principe, mais ça inclut des personnes natives parmi les Indiens d'Amérique. Bon, on peut aussi considérer des gens sapiosexuels, demisexuels, etc. Ils font partie un peu de tout ce spectre très coloré. Alors les personnes transgenres, la plupart du temps, s'identifient à un seul genre, masculin ou féminin, et donc ces personnes-là emploient un pronom genré comme il ou elle. Mais certaines personnes queer ou non-binaires ne se retrouvent pas dans le langage traditionnel qui repose sur cette binarité masculin-féminin, et parmi celles-ci, on a des personnes non-binaires qui ne se considèrent pas exclusivement comme des hommes ou des femmes, des personnes agenres qui s'identifient à aucun genre, ni masculin, ni féminin, ni autre, des personnes gender fluides qui s'identifient parfois à un genre, parfois à un autre, parfois à aucun, des personnes polygenres qui s'identifient à plusieurs genres, parfois simultanément, et la liste, a priori, n'est pas exhaustive. Voilà, donc tout ça suggère un recours à un vocabulaire qui n'est pas encore entré dans les mœurs chez les gens qui sont extérieurs au milieu LGBTQ, IA+. Et donc, le retour du IL, enfin le retour, il existe depuis longtemps, IL, mais on a vu qu'il avait fait son apparition dans le dictionnaire Robert en 2021. C'est la contraction évidemment de il et elle. Il est dit inclusif dans le sens où il combine le masculin et le féminin. Mais IL ne convient pas à toutes les personnes qui ne s'inscrivent pas dans le spectre masculin-féminin, justement traditionnel, et par exemple des personnes agenres. Certaines personnes préfèrent alors une version neutre de IL, comme UL ou OL. Je ne sais pas trop si ça se prononce comme ça. Personnellement, il n'est pas encore arrivé jusqu'à moi dans une conversation. Alors pourquoi UL et OL ? Parce que ça ressemble à il ou à elle, mais que ça ne comporte ni I masculin ni E féminin. Et donc on a du UL, du OL et même du AL qui vont remplacer le pronom genré. Alors they en anglais, le pronom they signifie traditionnellement il ou elle en fonction du contexte, donc le troisième personne féminin ou masculin du pluriel. Donc, they are nice, they came home late at night, they are my sisters et they love me. Dans tous les cas sauf un ici, le genre n'est pas explicite. Mais quand on dit « elles sont mes sœurs », bah forcément, on se doute que c'est probablement des femmes dont il s'agit, en tout cas dans l'acception traditionnelle du terme. Alors, il s'emploie aussi comme « yel » pour signifier « il » ou « elle », et donc à ce moment-là, c'est au singulier quelque part, bien que le verbe soit au pluriel, ou encore « on » lorsqu'on ne connaît pas le genre du sujet. Plus récemment, s'il s'agit d'une personne non-binaire, on utilise « they » aussi. « They broke in and stole my banjo », ça veut dire quelqu'un est entré par effraction et il ou elle, on ne sait pas, a volé mon banjo. Someone left their umbrella, I hope they come back for it. Quelqu'un a oublié son parapluie, j'espère qu'il ou elle reviendra le chercher. On prévoit de la pluie demain, they're saying it's gonna rain tomorrow. Donc, dans ce cas-ci, on dit que, ça veut dire les experts de la météo, on ne sait pas quel genre il s'agit.
Et quand on veut dire il est parti, on dit they're gone, et c'est tout. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs personnes, on parle ici d'une seule personne, il ou elle, une personne dont on ne connaît pas le genre, ou bien une personne non binaire. Alors dans certains manuels, et notamment je pense ici au guide de grammaire neutre et inclusive, on trouve différentes solutions pour s'adresser à des personnes que le guide décrit comme non binaires ou neutres, et ce guide fait une distinction. On a évidemment les doubles flexions, on a un vocabulaire dit inclusif et un vocabulaire dit neutre. J'en parle ici, c'est pas quelque chose que je pratique moi dans le quotidien, mais ça existe, et donc mon cours serait incomplet si je ne mentionnais pas ceci. Donc la double flexion, il ou elle au pluriel, évidemment, là il n'y a pas de mystère, on connaît, on sait ce que ça veut dire. En version inclusive, on trouve du yel, du ile, avec deux le, et le pluriel existe aussi. C'est généralement un mélange de il et elle, il y a plusieurs variantes. Et pour la version neutre, dont je parlais tout à l'heure, on a du ul, du ol, du al, au singulier et au pluriel. Donc plutôt que de mélanger il et elle, ici on ne fait ni l'un ni l'autre. On exclut il et elle pour neutraliser au maximum les deux. Donc on sort de la binarité il et elle, masculin-féminin, pour partir sur quelque chose qui serait véritablement neutre, si une telle chose est possible. Alors si je donne que cet exemple-ci, ça a l'air clair, mais ça se complique au fur et à mesure. Donc, on a les pronoms lui ou elle pour la double flexion, qui en inclusif peuvent rester en fait yel la plupart du temps, ou bien et lui si on veut mettre le féminin avant le masculin dans la forme contractée des deux. Et on trouve dans la version dite neutre il, qui est un peu la même chose que le il inclusif de il ou elle. On a du ul et on a du ule, avec une version plus féminisée du ul, ce qui enlève un petit peu le caractère neutre, je trouve. Mais bon, voilà, de nouveau, ce sont des exemples que j'ai trouvés dans un manuel. Alors eux ou elle, évidemment, bon, c'est le pluriel de lui ou elle. On va trouver yel au pluriel avec un s, ou bien elle, mélange de il ou eux et elle. En neutre, j'ai vu ceci. Et ce que je trouve vraiment bizarre, c'est que, écrit comme ça, en tout cas, ça semble se prononcer de la même manière que eux. Donc ça a plutôt une connotation masculine. Alors peut-être que le s se prononce, hein, je n'ai pas encore entendu quelqu'un prononcer ce mot-là. Ou alors je l'ai mal pris, enfin je veux dire, j'ai compris eux au masculin. Donc une phrase comme « c'est pour lui qu'ils ont discuté avec elle », par exemple, où là les genres sont marqués. Si on veut parler de manière inclusive, ça pourrait être « c'est pour elle qu'ils ont discuté avec elle lui ». Et en version neutre, c'est pour eux qu'eux ont discuté avec ul, par exemple. J'ai un peu plus de mal avec cette version-là, pour ma part, mais la version inclusive, on l'entend et on la voit quand même de plus en plus, même si c'est parfois un petit peu tiré par les cheveux dans certaines dénominations. Alors j'ai quelques exemples, je vais les passer rapidement en revue. Donc celui ou celle, ben, vous avez du c'est lui en version inclusive, où évidemment on mélange celle et celui. Et vous avez pour les neutres du si le, qui n'est ni celui ni celle, c'est quelque chose de plus neutre. Celles et ceux, le fameux celles et ceux du celles-et-cisme d'Emmanuel Macron. On voit du celle et du ce. Ben alors le X qui fait son apparition dans beaucoup de mots, en fin de mots en fait. Hein. Ici, ben, il évoque plus le ce qu'autre chose, mais on l'emploie beaucoup aussi dans certains vocables inclusifs. Et puis ce avec un S qui n'est pas tout à fait ce, mais qui pour moi, là encore, sonne plutôt masculin que neutre. Tout, tous, toutes et toutes, ben, on connaît maintenant à peu près tous le tous, singulier et pluriel, hein, où on mélange les genres. Et là, curieusement, c'est pareil pour la version neutre. Donc, il y a un petit manque d'imagination de ce côté-là, apparemment. Avec des phrases d'exemple. Donc, tous ceux qui sont là n'ont pas tous donné leur avis, mais tous sont d'accord. Ça donnerait tous ceux qui sont là n'ont pas tous donné leur avis, mais tous sont d'accord. C'est pas très compliqué ici à mettre en application. Alors là où ça commence à se corser un petit peu, c'est avec les possessifs comme mon, ton, son ou matassa pour les masculins féminins. Alors on va mélanger les deux en inclusif avec mon, ton, son. Pas trop comment ça doit se prononcer dans le monde réel. C'est un mélange évidemment de ma et mon, de ta et ton, de ça et son. Et pour les versions neutres, on retrouve voilà, un autre mélange de ma et mon, mais avec le O en moins. Donc,
j'ai vu du Mentensan. Alors il a reçu la visite de sa cousine ou son frère. Ça pourrait donner il a reçu la visite de son cousin, puisque cousin, cousine, en masculin, féminin, on a aussi ce genre de contraction inclusive dans les mots. En neutre, il a reçu la visite de son frère, frère étant frère et sœur réunis dans un même mot. Alors ce ou cette, j'ai vu du... Je ne le prononcerai pas. Je l'ai vu aussi prononcé comme ça. Enfin, écrit comme ça plutôt. J'ai rencontré cette prof ou ce stagiaire hier. J'ai rencontré stagiaire hier, où là on est dans un inclusif ou un neutre. Stagiaire et prof étant des mots épicènes de toute façon. Donc ils sont identiques au masculin comme au féminin. Alors toujours le ou la avec l'ia-li pour une forme inclusive. J'ai pas vu souvent ça. Souvent on voit le / la ou le a ou la e, ça dépend. En neutre, ce serait l'olu, c'est la même logique que tout à l'heure. On élimine le e et le a qui sont typiquement la marque du masculin et du féminin pour l'article défini, et on les remplace par une voyelle qui n'est pas utilisée dans ce cas-là. Donc le i de li, le o de l'eau, le u de lu. Du ou de la, là aussi c'est difficile avec une écriture inclusive et des points médians. Donc on voit du di et du de li, et du do et du dolo. Personnellement, j'ai pas vu ça souvent non plus. Donc je recommence. La collaboratrice du directeur est sage. L'IA collaboratrice dit directrice est sage. Ou bien l'o collaboratrice dolo directrice est sage. Ça devient un petit peu un exercice de prononciation. Probablement encore une question d'habitude. Alors un ou une, ça c'est plus facile évidemment. En inclusif, on peut utiliser le point médian. La version neutre serait du ou du o, tout simplement. Donc c'est un élève modèle, c'est un ou une élève modèle, ou encore c'est élève modèle, parmi les choix. Et une petite dernière avec donc le collaborateur et la collaboratrice qu'on a vu tout à l'heure, qui pourrait donner l'IA collaboratrice, donc c'est une fusion des mots par le retrait cette fois-ci du point médian. Donc c'est comme s'il y avait un point médian entre teur et ris, sauf que ici on a fusionné les deux R et qu'on se retrouve avec un seul mot. On voit déjà beaucoup ça, notamment sur le site de Paris Web, pour ne citer que celui-là, puisque c'est un cycle de conférences qui est orienté vers l'inclusion. Donc ils emploient beaucoup ce vocabulaire-là. En version neutre, on a des terminaisons qui se différencient des masculins et féminins traditionnels, avec E avec un S au bout et tron plutôt que tris ou teur, qui serait donc considéré comme neutre. Le menteur, la menteuse qui donnerait l'IA menteuse, c'est la même logique que juste au-dessus. Et puis ici, voilà, des versions neutres. Son créateur est un influenceur, son créatrice est un ou une influenceuse, par exemple, et enfin la version neutre. La pucelle, le puceau, l'IA pucello, toujours la même logique de fusion des deux mots, et une version neutre qui est évidemment très nouvelle pour moi, je ne vous le cache pas. Les jumeaux sont tout beaux, les jumellos sont tous te bello, et les jumeaux sont tous te beaux, avec des S comme à l'ancien temps finalement, puisque vous le savez si vous avez regardé la vidéo La convivialité, le X est en fait une erreur de lecture finalement. Autrefois, les mots en X se terminaient en U et s'écrivaient au pluriel avec un S. Je m'arrête là, mais la liste est encore longue et je pourrais vous donner des sources si vous voulez pratiquer l'inclusif ou le neutre, bien entendu.